bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. La semaine est bien avancée et en ce jeudi, c'est le moment de rattraper les 2 premiers épisodes de la série hebdomadaire et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes passés et à venir. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Devenir triathlète. À mes côtés pour co-animer cet épisode, Olivier De Scooter, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, à savoir Sam Ledlow. Salut Sam. Salut. Sam, on a bien parlé de toi, on a bien parlé de tes ambitions sur Ironman. Hier, on a terminé l'épisode justement en parlant finances, sponsoring, partenariat. J'aimerais revenir avec toi justement sur comment tu vis du triathlon, puisque tu nous as dit que tu travaillais pas, que tu avais arrêté tes études. Comment est-ce que tu arrives à mettre des pâtes dans l'assiette et du beurre dans les pâtes tous les jours? Moi j'ai un profil un peu atypique parce qu'en fait moi je suis dans la situation où je vis chez mes parents, mais par choix en fait. Je vis avec eux parce que mon père m'entraîne, ma mère est aussi dans le triathlon, donc forcément en fait c'est un peu mon équipe en fait, ma famille. Donc je vois là, pour moi j'ai pas envie de partir et du coup là l'argent que je gagne en fait j'essaie de le réinvestir dans justement notre entreprise. Mon père il est entraîneur, il a des athlètes partout dans le monde en fait et qui entraînent à distance, et puis même ici on fait nos stages de triathlon, donc en fait j'ai pas vraiment à mettre du beurre dans l'assiette pour l'instant, parce que justement je vis encore chez mes parents, même si là ça fait 2 ans que ça se passe plutôt bien financièrement, surtout cette année là. Mais en fait j'ai eu la chance d'avoir un gros sponsor financier en fait, Valfitus, qui m'aide depuis 2 ans maintenant, et ça joue vraiment une grosse partie. Et ensuite là cette année c'est surtout les primes de course quoi. Donc, comme je disais hier, justement avec le PTO qui soutiennent maintenant les courses, ils commencent à avoir des belles primes et ça commence à être rentable quoi. Mais bon, même s'il faut enchaîner un Ironman et un Half en une semaine quoi. Avec les primes de course, ça commence à devenir rentable. J'imagine qu'il faut être dans le top 5 pour avoir des primes de course assez sympas. Ça se monte à combien en moyenne? J'imagine que plus la distance est longue, plus les prize money sont intéressants? C'est ça, même si après niveau, comme je disais justement, c'est financièrement je pense que le plus rentable c'est peut-être les halves, vu que tu peux en faire plus. Les halves généralement tu récupères assez vite, parce qu'il y a une grosse différence entre dès que tu commences à dépasser 6 heures de course, c'est pas vraiment un état naturel pour notre corps, et donc tu mets plus de temps à t'en remettre. Mais là je vais le dire, mais à Gérone j'ai pris 7 000 € par exemple. À Ambraman la gagne c'est 25 000. Après tu vas à Hawaï, si tu claques la course, c'est 100 000. Après faut le claquer, mais faut la gagner la course. Non, mais ça, même le top 10 à Hawaï c'est quand même des grosses primes. Et de toute façon une fois que tu arrives à Hawaï tu commences à avoir des sponsors, et après c'est justement t'as des primes avec les sponsors. Donc disons, je dis n'importe quoi, mais si demain je signe avec Spé, ok, ils vont peut-être te payer, mais si en plus tu fais un top 10 à Hawaï, ils vont te payer en plus. Donc honnêtement le triathlon c'est un sport professionnel, et je vais pas me plaindre, parce que j'ai des amis qui sont dans l'athlétisme ou la natation et ils ont un niveau de dingue, et c'est pas pour autant qu'ils arrivent à en gagner leur vie quoi. Donc nous on a vraiment une grosse chance. En termes de partenaires, de sponsors, moi je fais un peu la différence. Je place le partenaire plutôt dans le soutien matériel, voire logistique. Le sponsor, c'est vraiment celui qui va te faire un chèque. C'est toi qui fais les démarches d'aller les chercher? Est-ce que c'est toi qui les démarches, ou plutôt ton manager? On l'aura compris d'après le premier épisode. Ou c'est plutôt des marques qui viennent vers toi parce qu'ils apprécient tes résultats, ils apprécient ton état d'esprit? Comment ça se passe? Généralement, moi je suis plus dans l'optique d'attendre qu'une marque vienne vers moi, même si là mon manager forcément il est payé pour ça. Donc mais en soi pour un athlète, moi en tout cas j'estime que c'est mieux d'avoir justement un sponsor plus que des partenaires, parce que par exemple un sponsor qui va te donner 20 000 €, et après avec ces 20 000 € t'en fais ce que tu veux, et t'es pas vraiment condamné à devoir poster sur les réseaux à tel point il est bien ce pneu ou ce gel ou quoi. Donc pour moi, pour un athlète c'est plus rentable c'est plus rentable les sponsors que les partenaires. Et je pense que à un moment donné, moi je vois des athlètes que j'estime qu'ils sont pas
ils sont pas vraiment honnêtes à travers leur réseau. Ils sont là à remercier leurs 10 000 partenaires 30 fois par jour. Et les gens, enfin moi personnellement, j'en ai marre. J'en ai déjà vu des posts de natation, de vélo et de course à pied. Donc moi, j'essaye de vraiment rester un athlète honnête. Et là, pour l'instant, les relations que j'ai créées et les sponsors que j'ai, c'est parce qu'ils m'apprécient en tant qu'être humain plus que parce que je vais porter leur logo sur une marque. Même si moi, vraiment, si je porte leur logo, mais parce que je le veux et parce qu'ils tiennent à des valeurs auxquelles moi aussi je tiens. Du coup, tu disais que tu as des potes dans l'athlétisme, dans la natation, que toi, tu t'en sors pas trop mal parce que tu vis encore chez papa-maman, ton père t'entraîne, j'imagine que ta mère joue un rôle aussi puisque tu nous as dit qu'elle était dans le triathlon. Pour l'avenir, comment est-ce que tu vois la suite ? Évidemment, on a compris, ton rêve c'est Hawaï. Admettons que tu arrives à Hawaï, qu'est-ce que tu fais ensuite ? T'arrêtes, tu continues. D'un point de vue financier, est-ce que tu imagines tout exploser ? Et puis, tiens, une question toute bête, mais comment ça se passe au niveau de la retraite ? Déjà quand on commence jeune, et puis quand on est triathlète professionnel en France. De toute façon, on m'a souvent posé cette question et même et souvent demandé qu'est-ce que j'allais faire comme étude, par exemple, à côté du triathlon ou quoi, mais je sais pas si je suis sur une autre planète, mais moi, en fait, je me vois être tellement fort en triathlon, plus tard, je parle, que j'aurai mon nom. Et de toute façon, là, pour l'instant, je vis au jour le jour, j'ai mon projet. Pas vraiment envie de me donner un plan B, parce qu'après, tu as plus de chances de retomber sur le plan B, en fait. Tu vois, par exemple, un mec qui a tout pris envie de devenir docteur, tu vas pas aller le voir et lui dire ok, si tu arrives pas, tu vas faire quoi? Non mais c'est vrai, moi j'ai envie d'être le meilleur triathlète sur Ironman et je me laisse pas le choix en fait. Et oui, je suis aussi chez moi parce que j'ai un petit frère qui a 10 ans de moins que moi et je sais que si moi je serais pas là, il aurait peut-être moins cette culture du triathlon et lui aussi il a envie de faire du triathlon et là il a la chance de pouvoir des fois s'entraîner avec moi et moi j'ai la chance de pouvoir m'entraîner avec lui. Et voilà, on a envie de faire de très belles choses en tant que famille, quoi. Et j'ai pas, moi, je sais pas, on a juste une culture différente où, comme j'ai dit avant, il y a mon frère, mon père et ma mère, et nous, on est 100%. Et si on en enlève un de ce 100%, eh ben, on sera plus qu'à 75%, quoi. Donc vraiment, c'est un objectif groupé. On va pas dévier de ce rêve. Et comme j'ai dit, j'aime pas trop me dire qu'est-ce que je vais faire après, parce que pour l'instant. Parce que pour l'instant, je suis 100% focus sur mes objectifs, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, être 100% focus ? Combien d'entraînements tu t'imposes ? Combien de fois par jour ? Combien à la semaine ? Est-ce que tu quantifies tout ça ? Est-ce que tu observes aussi une certaine période de récupération ? Ton père t'entraîne, on l'a bien compris. Est-ce qu'il gère aussi la partie récupération, alimentation ? Ou est-ce que tu es accompagné par quelqu'un pour tout ça ? J'ai aussi une nutritionniste et un médecin qui m'accompagnent. Mais ils sont plus là pour me donner des conseils si j'en ai besoin, mais je suis pas vraiment strict sur ça. Et en fait, mon père non plus, il est pas du tout strict parce que moi, ça m'a déjà coûté limite d'être trop dur avec moi-même en fait. Je me suis déjà dit, ok, par exemple, j'en sais rien, mais faut que tu perdes du poids, faut que tu sois à ce poids, ou faut que tu t'entraînes 40 heures semaine, ou nanana. Et en fait, c'est pas comme ça que ça marche parce que c'est pas. Après, t'as plus de vie et du coup, à long terme, en fait, tu peux pas être régulier. Et en fait, si t'as pas cet équilibre, tu seras pas régulier. Et du coup, moi, là, pour l'instant, j'ai un équilibre de vie qui me va parfaitement. En fait, je m'entraîne moins que beaucoup. Je pense qu'en moyenne, à l'année, je dois être autour des 21, 22 heures par semaine. Alors que même sur courte distance, quand j'étais à Montpellier, ils sont tous à plus de 30 heures semaine. Donc, en termes de pro, c'est pas énorme. Mais moi, j'essaye vraiment, moi et mon père, on essaye vraiment quand il y a un entraînement, il faut que cet entraînement il ait du sens. Il faut qu'il y ait une raison en fait pour qu'il y ait cet entraînement. Sinon, ça sert à rien d'aller faire des bornes pour faire des bornes en fait. Et du coup, moi j'ai vraiment une approche. Et puis même, j'essaye de me laisser une marge de progression. Si je fais 35 heures quand j'ai 22 ans, comment je vais faire pour progresser, quoi. Donc là, vraiment, j'ai vraiment beaucoup de marge, je pense. Surtout en vélo et en course à pied. Donc, c'est quoi ton sport de prédilection entre guillemets dans les 3 disciplines ? Le triathlon. Donc, on est souvent tous avec une petite préférence ou une certaine, une certaine prédisposition pour la natation, pour le vélo, pour la course à pied. Et toi, tu essaies d'être constant dans les 3 ? J'ai plus de prédisposition pour la natation et le vélo. De base, c'était vraiment le vélo. Et quand j'étais petit, j'étais vraiment mauvais nageur. Enfin, mauvais nageur, mais en fait, mes premiers France minimes, j'étais sorti 135e de l'eau sur 145, quoi.
Et du coup, j'étais assez fier quand je suis sorti premier devant Frodeno au Grande Canarie. C'était une belle progression, quoi. Mais mon père était nageur, donc peut-être qu'il y avait des qualités là, je sais pas. À vélo, ça a toujours été ce que j'aime le plus, en fait. Et à pied, par contre, ça a vraiment été difficile pour moi. J'ai vraiment pas de vitesse, en fait. Et surtout le fait que j'y croyais pas, en fait, en mes capacités à pied. Et du coup, quand j'étais sur cours, ça se joue souvent à pied. Et du coup, j'y croyais pas. Je pouvais pas courir 29 minutes au 10 km. Et du coup, je pouvais pas vraiment jouer la gagne. Mais en fait, depuis que je suis allé sur long, surtout à Barcelone, en fait, quand on regarde les temps, j'étais à peu près pareil dans toutes les disciplines, quoi. J'étais pas le meilleur, j'étais le meilleur dans aucun, mais j'étais dans les 5 meilleurs en natation, dans les 5 meilleurs à vélo et dans les 5 meilleurs à pied. Donc en fait, c'est surtout sur Ironman, c'est ça qui est important, c'est de pas avoir de points faibles, en fait, parce qu'après t'es pas dépendant des scénarios de course. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec mon père. Depuis que je suis sur longue distance, j'ai moins de points faibles que quand j'étais sur courte distance. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais accompagné par un médecin et par une nutritionniste. En même temps, tu nous dis que tu y croyais pas trop en course à pied. Est-ce que tu as aussi un préparateur mental qui t'accompagne et si c'est pas le cas, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de faire pour justement t'aider à lever certains de ces blocages? Ouais, je suis pas contre l'idée, c'est juste que j'ai jamais rencontré la bonne personne, en fait. J'ai déjà essayé. Au pôle, ça marchait plutôt bien. J'avais une relation avec Carole Péon, qui est la copine de Jessica Harrison. Et en fait, ça marchait très bien et j'ai déjà hésité à la recontacter, mais au final, c'est beaucoup de travail sur soi-même, en fait, et je pense que tu peux le faire toi-même, ce travail, en fait. C'est pas, de toute façon, quand je m'entraîne, quand je vais rouler 4 heures solo et qu'il pleut l'hiver, tu les connais, tes motivations profondes, hein, sinon tu n'y serais pas sur la selle. Du coup, je suis pas contre l'idée, mais là, pour l'instant, non, j'en ai pas. Est-ce que c'est juste une question de motivation, finalement? Parce que je pense que dans la préparation mentale, il y a quand même plus que ça. Ah oui, je suis d'accord. Non, mais comme j'ai dit, moi, j'y connais rien, hein, dans ce domaine, et je suis ouvert, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute ça qui serait pour m'aider, mais de toute façon la préparation mentale, tu l'as à chaque fois que tu as un échec, en fait. Et moi j'en ai eu plein des échecs depuis que j'ai 4 ans. Du coup, plus tu as d'échecs, plus tu deviens robuste, quoi. Et c'est comme ça que moi je me forge. Oui, si tu parviens justement à tirer des leçons de tes échecs, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde non plus. Je pense qu'il y a des gens qui vivent très mal des échecs et qui au contraire peuvent même être un peu anéantis, et la motivation peut disparaître un petit peu avec justement des échecs. Donc je pense que c'est... Mais bon, a priori c'est pas un problème pour toi, donc tant mieux. Non, mais ça a été, hein, et mentalement j'ai déjà été reconnu pour être que si je gagnais pas, bah, j'arrêtais, quoi. Et ça, quand j'étais jeune, c'était le cas, hein. Mais bon, je suis passé par cette étape et j'ai appris de ça, et de toute façon c'était juste question de continuer. Et là, ce que je me rends compte surtout, c'est que plus, en fait, je construis une équipe autour de moi, plus je me sens fort mentalement. C'est comme si j'avais leur force. En fait, parce que moi, j'ai jamais vraiment été quelqu'un qui court pour moi-même, en fait, mais j'ai toujours fait ça pour redonner à mes parents, pour redonner à tous ceux qui sont passés qui sont venus en stage ici, avec qui j'ai parlé, qui me connaissent, en fait. Et du coup, en fait, j'ai pas envie de les décevoir. Et quand je me suis dit, ok, tu fais ça pour toi, il faut que toi, Sam, tu sois, je sais rien, champion de France, ça marchait pas. Et souvent, c'est là où je faisais les plus gros échecs. Et là, en fait, plus je construis une équipe autour de moi, plus j'ai des gens sur qui m'appuyer et qui se voient. Et du coup, ça me fait une force. Et ça, c'est bien, parce que plus tu montes en niveau, plus t'as une équipe autour de toi qui est grande, quoi. Et t'en as pour lesquels c'est l'inverse. Ils sentent plus de pression. Mais moi, j'ai la chance que ce soit l'inverse. La pression sociale, du coup, effectivement, ça a l'air d'être un truc qui marche plutôt bien pour toi. Est-ce que t'es mauvais perdant? Ouais, je suis très mauvais perdant. En fait, j'essaie pas de le montrer. Parce que là, la dernière course que j'ai fait, tout le monde disait à quel point j'étais un bon perdant. Enfin, pas perdant, mais j'avais fait 2e, et j'étais super content pour Clément, qui fait champion de France. Mais je suis vite... en moi-même, je suis vite jaloux, quoi. Si je vois un mec qui fait un beau truc ou quoi, j'ai la rage, même si je vais lui dire bravo ou quoi, j'ai la rage, ouais. Mais ça, c'est naturel. Je suis compétiteur, quoi. Bon, bah écoute, je pense que justement on pourra en parler dans l'épisode de demain, non seulement sur ta rage de gagner, sur ton aspect compétiteur, et puis sur tes projets pour la saison 2021, la saison 2022, et puis éventuellement pour la suite, même si on l'a bien compris, le focus, la ligne de mire, c'est Hawaï. Allez, ça marche. Super, à demain. Top. À demain.
Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!